Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, l'émission qui donne la parole au territoire de Charente sur RCF. Ce soir, nous sommes aux confins est de notre département, à 64 km d'Angoulême, proche de la route de Limoges et à 8 km de Saint-Junien. Je suis d'autant plus heureux d'être ici ce soir qu'il est rare que l'on donne la parole à la Charente limousine. Elle, qui regorge de trésors, nous le découvrirons tout à l'heure à travers les témoignages des personnes ici présentes autour de la table de la salle du conseil municipal de Brigueuil. Brigueuil, petit bijou d'architecture, perché telle une clairière fortifiée sur son promontoire rocheux, d'où la vue nous entraîne au vagabondage dans les sentiers et les sentes odoriférantes alentour. Comment ne pas tomber sous le charme de ce petit bourg où le passé et le présent se conjuguent dans une belle harmonie dynamique de ses habitants. Pour entrer immédiatement en empathie avec cet écrin patrimonial, j'ai la joie d'avoir derrière nos micros ce soir Monsieur le maire de Brigueuil, Monsieur Robert Rougier, Madame Gillet, directrice de l'école de Brigueuil, Madame Gadi, directrice de la maison de retraite, Monsieur Verdier, président du club de foot, Madame Ozen, présidente de la chorale, Madame Gros, adjointe au maire, chargée entre autres du patrimoine et des associations, Monsieur Gaudy, président de l'association Balade Découverte et Patrimoine. Alors, bonsoir à tous, ainsi qu'au public présent avec nous et à vous derrière votre poste de radio. Merci à vous. Alors, sans plus attendre, monsieur le maire, faites-nous découvrir votre commune, sa situation, sa population, ses forces vives, son économie, enfin tout quoi. Bonsoir à vous et puis merci surtout de nous accueillir. Eh bien, je vous remercie de me passer le micro. Bon, je vais vous présenter très sommairement Brigueuil. Vous l'avez fait remarquablement bien, mais il ne faut pas oublier que Brigueuil fait partie d'une communauté de communes, c'est celle de Charente-Limousine, où son siège est à Confolens. Brigueuil est fort de 1103 habitants, avec ses commerces, son artisanat, ses usines comme Microcontrôle, AEF Production, Emballage Éclair, son cabinet médical avec ses 2 médecins, 2 infirmières, une pharmacie, son centre de secours avec 18 sapeurs-pompiers, sa maison de retraite, une école avec les classes. Tout à l'heure, vous entendrez le témoignage de la directrice de l'école, de la directrice de la maison de retraite, du président du foot, enfin toutes des personnes qui ont à cœur de l'activité sur notre commune. Son tissu associatif, il y a 13 associations. Le mot 13 ne me gêne pas. Et donc, certaines vont prendre la parole dans quelques instants. En quelques mots, eh bien, je dirais, il fait bon vivre à Brigueuil. Ben ça, on l'a bien compris. Donc, ça veut dire que... Et même quand j'ai préparé l'émission, on s'est dit, on peut naître et mourir à Brigueuil, puisque de l'école jusqu'à la maison de retraite, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, hein, voilà. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Absolument. Bon. Et il y a du travail aussi, éventuellement. Eh bien oui, parce que Brigueuil est fort quand même. Cela représente 270 emplois directs sur notre commune. Tout emploi confondu. Alors, est-ce que vous pourriez Alors moi j'ai dit tout à l'heure qu'on était en hauteur, mais ça s'étale, c'est comme un chou à la crème autour. La Brigueuil, c'est un peu comme un escargot. C'est pour qu'on ait un peu l'image sonore et qu'on puisse imaginer pour ceux qui ne sont pas encore venus. Eh bien, disons que Brigueuil, on est sur une hauteur. Le point culminant est pas loin de chez nous, il est à 5 km, c'est-à-dire Montrollet. Et il se bataille un petit peu avec l'arbre pour savoir... Ah oui, parce que là, vous me dites à moi qui suis un garçon de La Rochefoucauld que c'est Montrollet, alors ça me fait bizarre, parce que moi, on me dit toujours c'est l'arbre. C'est l'arbre. Bon, alors après, c'est des querelles de clocher. Oui, moi, vraiment, je les mettrai quasiment à égalité. Bon, ça dépend comment on mesure, si on tire sur le mètre ou autre, j'en sais rien. Hein. Mais enfin, bon, pour pas être chauvin, on dit que c'est Montrollet qui est le point culminant de la Charente. Bon, voilà. Alors, comme je suis ici, je vais vous dire oui, parce que je ne veux pas fâcher. Voilà, très bien. Bon, alors, ça, c'est pour donner un peu une idée. On est à combien de kilomètres de Confolens, là aussi, pour qu'on s'imagine? Ben, nous sommes à... Bon, pour faire simple, bon, vous avez dit il y a quelques instants, nous sommes à 8 km de Saint-Julien. Pour se situer géographiquement parlant, on est à 20 km de Confolens et à 15 km de Chabanais. On est en triangle. D'accord, vous êtes en triangle. Voilà. Et vous n'êtes pas loin de Limoges. À Limoges, nous sommes à demi-heure de Limoges. Voilà. Donc, puisque sur l'axe Angoulême-Limoges, on se retrouve sur la gauche de la nationale 141.
Donc on comprend bien que vous êtes surtout tourné vers Limoges. Ah Ce ben, qui nous malheureusement, paraît oui, normal. malheureusement, oui, Malheureusement. parce que bon, Angoulême, c'est pas qu'on veut fuir notre capitale, mais bon, on y va pour l'administratif. Tout se passe à Saint-Junien. Nos enfants d'école vont au collège à Saint-Junien. Ensuite, ils peuvent aller en fac à Limoges. Bon, les gens vont faire leurs courses, les supermarchés sur Saint-Junien. C'est vrai que l'économie se retrouve sur la Haute-Vienne. Oui, vous me faites une belle passerelle parce qu'effectivement, sans doute que des gens qui habitent ici à Brigueuil et autour vont travailler à Limoges. Pour Oui, oui, certains, on en a hein. quelques-uns. On en a même des gens qui sont dans la salle, qui sont à la retraite maintenant, mais qui ont fait pendant toute leur carrière, qui ont travaillé sur Limoges. Bien. Alors, puisqu'on parle de travail, vous avez parlé d'usine et vous avez donné plusieurs noms à la suite parce Voilà. que vous aviez bien préparé votre texte. Alors, Mais est-ce qu'on peut le détailler un peu? je vais vous parler tout à fait simplement de Microcontrol, puisque j'y ai passé pratiquement toute ma vie professionnelle. Microcontrol est une usine de positionnement qui font une usine de mécanique de précision, où on travaille pour la recherche, pour le biomédical, c'est du micropositionnement. Alors moi, c'est un peu du chinois, le micro-positionnement. Eh bien, ce sont des ensembles. Pour vous donner quelques exemples, il y a quelques années, Microcontrol avait fait des ensembles pour aller dans la fusée Ariane. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des pièces Voilà, fabriquées à Brigueuil qui Voilà. étaient dans la fusée Ariane. absolument. Alors là, vous nous envoyez carrément dans l'espace. Oui. Bon, alors ça, je pensais pas. J'ai dit plein de choses sympas sur Brigueuil, mais je pensais pas qu'on irait jusque dans l'espace avec Brigueuil. Voilà, non, mais c'est une usine qui emploie quand même une centaine de personnes et qui est intéressante à visiter. Bon, il y en a d'autres, mais c'est de la mécanique. La Oui, mécanique, de précision. de précision, voilà, tout à fait. Effectivement. Bien, alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Des touristes. Est-ce que vous avez des touristes qui passent ici? Alors, les Est-ce touristes, qu'il y a un il y a un chemin- circuit, Oui, un circuit qui fait mais qu'il s'arrête ici. mon adjointe est On en parlera tout à l'heure. beaucoup avec Madame plus Gros. Oui. ferrée sur la question que moi, parce que c'est pas trop mon domaine. Je l'avoue très Bon, honnêtement. ben, on fera ça avec Vous elle. interrogerez on- mon on- adjointe, elle sera enchantée de pouvoir déployer ce sujet. Bon, très très bien. Vous l'avez dit, tous les commerces sont présents, à peu près. Enfin, À peu- alimentation. Ah ben, c'est là où on ah, pêche c'est un là peu. que le C'est là où bas on pêche. blesse. C'est là où on pêche un peu. Bon, j'espère que ça va être rétabli d'ici peu. On y travaille, mais c'est très difficile de faire vivre les petits commerces comme les épiceries en milieu rural avec le bassin de vie qu'il y a à Saint-Julien. Alors, j'ai en face de moi le portrait du président de la République, M. Macron, et son Premier ministre, qui veulent remettre des bars dans les villages. Est-ce que ici vous avez Il y a un lieu de convivialité qui est un bar? il y en a un, bon, vous tombez mal, c'est mon épouse, alors bon, Ah bon et je peux pas trop faire de pub, quoi, parce que ça ferait désordre. Bah oui, mais enfin bon, voilà. Donc ça veut dire qu'ici, Il y a ce qu'il faut. il y a un lieu. Et vous confirmez, c'est un lieu de convivialité. Ah ben, bon, il y a des gens autour de la table, ils vous le diraient mieux que moi. Bon, alors ça veut dire que les gens qui sont autour de la table fréquentent plus cet endroit que vous. Bon, Ah, alors c'est pas du tout, faut pas mal interpréter ce que je n'ai pas dit. Hein. bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez y rajouter, Ah, monsieur mais, le maire? Après, vous aurez le droit d'intervenir quand vous voulez. Hein, Oui, oui, donc non, mais je vous passerai le Je micro. comprends très bien. Bon, bah, très bien, très bien. C'est votre premier mandat en tant que maire. Absolument. Depuis 2014, eh ben, la retraite ayant sonné, ben, on s'est engagé dans une autre voie. Et puis voilà. Très bien. Et vous vous représentez aux prochaines élections. Ah ben c'est... Je vais me représenter. Après, ce sont les gens Ah oui, non, mais bien sûr. qui choisiront. S'ils sont contents de nous, n'est-ce pas, Bernadette? Bon, Je referai on une verra. émission pour voir si On c'est verra. toujours le même. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, monsieur Rougier. On vous applaudit. Alors maintenant, je passe la parole à Madame Gillet. Alors vous êtes la directrice de l'école de Brigueuil qui va, je crois, de la maternelle au CM2. Ça veut dire qu'il y a encore une place pour l'école dans la commune. Alors comment gère-t-on et anime-t-on un petit complexe scolaire en ruralité, comme on dit aujourd'hui? Bonsoir à vous. Bonsoir. Effectivement, à Brigueuil, il y a une école qui va de la toute petite section, c'est-à-dire dès 2 ans et demi, si les parents le souhaitent, jusqu'au CM2. C'est une grosse école pour la région. Oui, alors moi je disais petit complexe scolaire, c'était pas pour que vous fassiez vous-même un complexe. Hein. Non, non, du tout. Mais c'est bien qu'on puisse se rendre compte. Qu'est-ce que c'est qu'une petite école? Ça veut dire quoi? 2 classes 6 classes. 6 classes. Ici, il y a 6 classes. Ici, il y a 6 classes. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas une petite école. Non, c'est ça que je veux nous dire. sommes une Oui, grosse école dans le D'accord. coin parce qu'il y a 3 communes qui se sont regroupées pour Ah, l'école. alors vous pouvez nous dire lesquelles, comme ça Donc situera pour les Brigueuil, gens. Montrollet et Saint-Christophe.
D'accord. Voilà. Qui 3 sont communes. des petites communes autour. Voilà. Au lieu d'avoir chacun une petite école à 2 classes, on a une grosse école à 6 classes. Alors, faites-nous vivre un peu cette école. Alors, cette école donc, accueille à l'heure actuelle 126 enfants de la toute petite section au CM2, répartis donc sur les 6 classes. Nous sommes 6 enseignants et une 7e qui vient une fois par semaine dans ma classe, puisque je suis la directrice, et donc je suis déchargée une journée par semaine pour m'occuper des papiers de l'école. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent, on parle des professeurs des écoles, hein, les anciens instituts. Tout à fait. Mais quand on devient directeur ou directrice, qu'est-ce qui change ? Ça dépend de la taille de l'école. Si c'est une grosse école, vous avez un temps qui est réservé pour s'occuper justement de la gestion de l'école, des papiers, des commandes et de tout ce qu'il y a à faire au niveau administratif. Après, si c'est une petite école, malheureusement, il y a moins de temps consacré à ça, bien que le travail reste quand même le même et aussi important. Alors maintenant, on a vu que vous vous occupiez de l'administratif au niveau pédagogique. Est-ce que c'est la directrice ou le directeur qui reçoit des directives, c'est le cas de dire, et comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des programmes qui changent ? Parce qu'on entend toujours parler que les programmes changent, évoluent en fonction des ministres, etc. Comment ça se concrétise là aussi pour vous ? Alors tout à fait, les programmes changent régulièrement, mais il est du devoir de chaque enseignant de se mettre à la page et de se mettre à jour dans les nouveaux programmes. Le directeur est là pour chapeauter tout cela et faire aussi que l'école vive au niveau pédagogie et que nous soyons tous ensemble pour travailler sur des projets, par exemple. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous avez aussi donc, le rôle administratif, vous avez le rôle pédagogique et vous avez le rôle de fédérer ces professeurs aussi. Hein. C'est une communauté. Hein. Ah oui. Et je ne parle Vraiment. pas aussi des agents de service, sûrement. Y a-t-il une cantine, par exemple ? Oui. Comment ça fonctionne ? Oui, il y a une cantine, il y a une garderie. Donc là, c'est pareil. Il y a donc des personnes qui sont embauchées par la mairie, mais avec lesquelles on travaille au quotidien. Donc elles font bien sûr partie de l'équipe, puisqu'elles interviennent comme nous auprès des enfants du matin au soir. Et les parents d'élèves. Et les parents d'élèves, bien sûr. Sans oublier les élèves. Donc tout ça est en bonne harmonie, vous le sentez ici à Brigueuil ? Oui. Bon. Alors, on est content. Et pour vous, et puis c'est bien qu'on ait un témoignage. C'est rare qu'on ait un témoignage de directrice ou directeur d'école. Donc, merci à vous. Merci. Je sais que vous aviez un peu peur, mais c'est pas pire que devant des élèves. Et Non. puis, les gens qui nous écoutent, ils sont très sympas, donc il n'y a pas de problème. On vous applaudit. Merci beaucoup. Madame Gatti. Alors, après Madame Gillet, c'est Madame Gadi. Vous êtes la directrice de la maison de retraite de Brigueuil. Cette maison, située au centre du bourg historique, mérite le détour pour 2 raisons. La première, parce qu'elle est un lieu historique, et la deuxième, que son organisation dépend de plusieurs acteurs institutionnels. Alors, Madame Gadi, commençons, si vous le voulez bien, par que vous puissiez nous décrire le lieu où vous exercez. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci. Donc, je suis directrice de la maison de retraite des 2 Tours, à Brigueuil, qui est un ancien hôpital du XVIIe siècle, qui a été autorisé par lettre patente du roi Louis XV. Donc cet hospice a été transformé en maison de retraite par arrêté ministériel en 1982. Et maintenant, la maison de retraite est gérée par le CCAS. Bon, depuis Louis XIV, vous avez fait des travaux. Oui, bon. Tout à fait. Donc c'est le CCAS qui gère cette maison de retraite. Donc c'est le Centre communal d'action sociale. Donc comme vous venez de le faire remarquer, il y a eu plusieurs phases de travaux en 81, 87 et en 2009. Alors, est-ce que ça change des choses d'être dans un lieu historique ? Oui. C'est peut-être moins pratique, mais ça donne pas une âme en plus. Ça fait quoi ? Si, pour moi, c'est quelque chose de très important, hein, puisqu'on a gardé les bâtiments. Hein, donc, ce sont des contraintes. Hein, c'est plus facile de reconstruire du neuf que de restructurer, de réaménager. C'est un coût beaucoup plus élevé, mais on garde quand même une dimension beaucoup plus humaine, c'est beaucoup plus agréable, c'est pas impersonnel, c'est vraiment agréable. On a une cour intérieure vue sur les vieux murs, on n'a pas, sauf la partie neuve, par exemple, où on a des couloirs, on a vue sur la campagne ou vue sur la cour, il n'y a que le bâtiment neuf où il y a des chambres des 2 côtés et où ça fait un petit peu plus, on va dire, médical, quoi.
Quand on vous écoute, on a envie tout de suite de venir à la maison de retraite. Hein. Vous pourriez faire maison d'hôte aussi en plus. Je le disais tout à l'heure, et vous l'avez évoqué par le mot CCAS, ça fonctionne avec des partenaires, donc le CCAS, l'ARS, le conseil départemental. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se cache derrière ces lettres ? Oui, alors l'ARS, en vérité, c'est l'Agence régionale de santé, hein, donc c'est l'État. Le département, c'est le conseil départemental maintenant. Et le CCS, lui, puis la troisième partie, c'est les résidents qui financent. Hein, donc ce sont les trois financeurs. Tout ce qui est ARS, elle va financer le côté santé. Tout ce qui est département, c'est le côté de la dépendance, et tout ce qui est côté résident, donc l'hébergement. Et là, ce sont les personnes qu'on accueille qui payent la partie de l'hébergement. C'est plus la partie haute, effectivement. Là. Voilà. Et quand vous dites dépendance, ce sont des gens qui sont essentiellement alités, dont il faut s'occuper plus. Oui, il y a différentes pathologies qui amènent, il n'y a pas que les personnalités, il y a tout ce qui est malheureusement les nouvelles pathologies comme Alzheimer, voilà, tout ça, et qui fait que ils ont un besoin d'aide pour les gestes quotidiens de la vie. Et de ce côté-là, c'est le conseil départemental par le biais de l'APA. Bon, nous, c'est différent, c'est complexe. C'est, APA, encore, là, c'est pareil. Ah oui, je suis terrible pour ça. L'aide personnalisée aux personnes âgées. C'est tout ce qui est par rapport à l'état de dépendance des personnes. Elles ont droit à une aide financière pour pouvoir prendre en charge les frais qui sont liés à cette dépendance. Mais vous m'avez dit en préparant l'émission que effectivement, c'est les enfants qui doivent se substituer à l'État quand les enfants peuvent payer, évidemment. Voilà. Alors nous sommes habilités à 100% à l'aide sociale, c'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas payer les frais de séjour chez nous, qui sont aux environs de 1 900 €, le conseil départemental peut se substituer, sauf si les enfants peuvent payer, parce qu'ils sont obligés alimentaires de leurs parents. D'accord. Voilà. Alors, c'est pareil, quand on a préparé l'émission, vous aviez envie de nous dire comment ça se passait. On entend tellement de choses sur les maisons de retraite, oui, tout à des fait. choses affreuses parfois, terribles, dramatiques. Alors vous, c'est tout à fait l'inverse. Oui. Vous faites bien de mettre l'accent là-dessus, parce que c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir un petit établissement qui est resté à une taille humaine, vraiment, avec du personnel qui est très investi. J'ai 40 lits. Et c'est vrai que tout le monde se connaît. Nous connaissons toutes les familles, nous connaissons tous les résidents, tout le personnel se connaît. Et c'est vrai qu'on garde vraiment une dimension humaine. Et quand on voit toutes les émissions, malheureusement, à la télé, ça montre une mauvaise image de nos métiers. Et pour le personnel qui investit, qui s'implique énormément dans les tâches de tous les jours, c'est très difficile à vivre, puisque la suspicion est là pour tout le monde, tout un chacun. C'est vrai que le personnel est mis en souffrance. Mais on est là pour aider les personnes, et je pense qu'on amène une qualité de vie et de prise en charge pour les gens qu'on accueille. Bon, je pense que la suspicion ne doit pas être aussi forte ici. Si vous dites que vous connaissez toutes les familles qui sont là, et même sans doute les résidents, parce qu'ils viennent d'où, les résidents? Ils viennent de la région. Voilà, tout à fait. Donc, de notre proximité, nous avons 40 lits, donc je vous disais. Donc, nous avons à peu près moitié de personnes du côté du département de la Haute-Vienne et moitié de la Charente. Voilà, la proximité est là, justement pour garder un lien social et un lien familial, de façon à ce que les familles puissent venir rendre visite régulièrement à leurs parents quand ils le souhaitent, et ne serait-ce que 5 minutes, comme on dit souvent, nous, même le matin, on accepte les visites. Vous venez chercher votre pain, vous venez dire bonjour à votre père ou à votre mère, ça dure 5 minutes, c'est peut-être le moment des soins, mais c'est pas grave, c'est le moment qui est à prendre. Ça fait plaisir à entendre. Et au niveau cuisine, parce que c'est quand même important, la cuisine. C'est très important. On aime bien manger dans nos régions, donc quand on est à la maison de retraite, on voudrait quand même continuer à être un peu dans ce confort-là. Tout à fait, c'est quand même quelque chose de très très important, puisque en même temps, ça aide à lutter contre toutes les pathologies. Mais la cuisine est quand même faite chez nous encore. On n'a pas de liaison chaude ni de liaison froide, c'est tout fabriqué sur place. C'est la liaison directe. Voilà, tout à fait. Très bien, très bien. Et on fait des plats traditionnels qu'on faisait dans le temps chez nous. Bien. Et vous avez sans doute aussi des animations. Madame Ozen, tout à l'heure, nous parlera de la chorale L'air du temps. Tout à fait. Qu'on a le plaisir d'accueillir régulièrement chez nous. Je ne savais pas, mais je ne me mouille pas en disant ça. Non, c'est avec plaisir. Même si on pouvait les accueillir tous les mois, il n'y aurait aucun souci. Mais donc on essaye d'amener autant soit peu
beaucoup d'animations, soit extérieures, soit intérieures. Le personnel est formé en ASG, assistante de soins en gérontologie. Donc, elles ont toute une spécialité sur l'animation des personnes âgées. C'est vraiment très spécifique. Donc, ça veut dire que vous faites communauté ici, à Brigueuil, dans votre maison de retraite. Voilà. Qui date de Louis XIV. Tout à fait. Alors, quelle belle retraite et quelle belle continuité. On vous applaudit bien fort, Madame Très bien, Guédin. merci. Alors maintenant, je passe la parole à Monsieur Verdier, qui a bon pied, bon oeil. Vous êtes le président du club de foot depuis 21 ans et vous êtes engagé dans cette discipline depuis 1968, dirigeant depuis 1971. Alors, j'avoue humblement n'être pas féru de sport, mais je connais l'importance fédératrice des équipes de foot dans une commune. Je vais donc vous laisser nous expliquer comment ça se concrétise à Brigueuil. Et on va le voir avec vous, au-delà des limites de votre belle commune, combien d'équipes, de quels âges à quel âge, etc. etc. C'est à vous. Monsieur Verdier, bonsoir. Bonsoir. Le FC Brigueuil, puisque c'est son nom, il a été créé il y a 20 ans, en 1999, par le regroupement de 2 clubs qu'il y avait à l'époque. Et le football à Brigueuil date des années 50, même si on n'a pas exactement les dates des tout premiers clubs. Cette saison, puisque en sport on parle de saison. En radio non pas aussi. En radio ouais. aussi. Et 2019-2020, nous avons 80 licenciés qui se répartissent en 28 seniors, 36 jeunes et 17 dirigeants. Les seniors, c'est le nom qu'on attribue aux adultes. Bien sûr. Alors, on est senior à partir de quel âge? C'est pas quand on arrive chez Laurent. Ah, voilà, c'est ça. Il y a encore pas mal de marches à monter. On va dire en attendant, à 19-20 ans. D'accord. Et on est vétéran à 36. D'accord. Mais après, il n'y a pas de limite. On peut continuer tant qu'on veut. Et nous sommes en entente avec un club voisin, le club de l'Éther, parce que nous avons été obligés de nous regrouper comme beaucoup de communes et de clubs. Avant, vous jouiez les uns contre les autres et maintenant, vous jouez ensemble. Voilà. Contre d'autres qui sont un petit peu plus loin et qui se sont aussi regroupés sans doute. Oui. C'est ça. C'est tout à fait exact. La démographie a fait son œuvre. Et puis, mais bon, ça ne nous empêche pas d'exister. Et les regroupements sont bénéfiques. Nous avons conservé 2 équipes seniors. Le stade de Brigueuil est utilisé, le stade de l'Éther également. Ça veut dire que les jeunes de cet âge-là, 19 ans autour, ne sont pas forcément partis pour avoir encore des équipes de seniors. C'est ça que je voulais dire. Ils ne sont pas tous partis. Ils ne sont pas tous partis, voilà. Mais il est bien évident qu'à une époque, il y avait 5 équipes seniors à Brigueuil tout seul. D'accord, oui, c'est bien que vous nous disiez, parce que comme ça, on mesure... aujourd'hui... Oui, Brigueuil tout seul. Oui, voilà. Aujourd'hui, on est obligé de regrouper même les 3 communes dont Madame la directrice de l'école parlait l'autre fois. Et nous avons aussi des équipes de jeunes. Alors c'est ça, on va commencer par les plus jeunes, parce que là, du coup, ceux-là, ils ne s'en vont pas encore, ils sont avec leurs parents. On accueille les enfants à 5 ans, à partir de 5 ans, et ils peuvent prendre une licence à partir de 5 ans révolue. C'est-à-dire quelqu'un qui est élu 31 octobre, il ne pourra pas prendre sa licence plus tôt, mais il peut commencer à s'entraîner, mais pour jouer, il faut naturellement être assuré. Et donc, avoir une licence. On a donc pour les encadrer une école de football qui les amène jusqu'à 9 ans. Et après, on a en entente avec Etagnac et Chabanais des catégories qu'on appelle U11, oui. U13, U15 et 16-18. On se doute que les chiffres, c'est l'âge. Voilà. On a cette année 2 équipes de 11 ans, 2 équipes de 13 ans, une équipe de 15, une équipe de 16-18. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter que notre équipe de 15 ans de l'année dernière a été en finale du Challenge de la Charente et vice-championne de première division, ce qui, j'espère, si on les conserve, nous permettra d'avoir des équipes seniors qui pourront, pourquoi pas, gravir les échelons. Alors, quand vous dites école de foot, c'est à partir de 5 ans. École, ça veut dire encadrement. Voilà. Est-ce qu'on arrive à trouver... Ce sont des bénévoles, je suppose. Oui. Voilà, comme notre radio. Voilà, que vous arrivez encore à trouver des gens qui sont passionnés. Oui. Et qui, voilà. On trouve les dirigeants, les joueurs. On a un comité directeur avec 17 membres. Moi, je ne me plains pas de toutes les bonnes volontés qui s'occupent du club, et dont 8 filles. C'est-à-dire qu'on a presque la parité au sein de la direction du club, ce qui est intéressant, même si les filles s'occupent peut-être plus des
de tout ce qui est logistique et intendance et les tâches techniques étant bien souvent pas réservées, mais pour les hommes. Bien. Alors pour ça, vous avez un stade? Oui. Peut-être plusieurs. Là, tout va bien, monsieur le maire est là, tout se passe bien. Oui. Nous avons des infrastructures à Brigueuil qui sont entretenues et qui sont d'un bon niveau. Ça a été refait en... La facture était en francs, mais bon, c'était les années 2000. Ça nous dit déjà depuis quand. Ouais, mais enfin, si c'est entretenu, il n'y a pas de problème. Ouais. Et donc, avec 2 terrains, un terrain à 11 et un terrain spécifique à 8, il y a 3 grands vestiaires, des structures pour accueillir les arbitres, etc. Et les énergies qui vont bien avec, quoi. Bon, écoutez, on va rester sur ce mot d'énergie positive. Je rappelle là, quand même à nos auditeurs et auditrices qu'on a une émission de sport, et je vous le dis aussi à vous, tous les lundis soirs, en direct sur notre antenne, de 18h25 à 19h. Monsieur Verdier, merci, on vous applaudit et continuez bien dans cette belle énergie. Alors maintenant, je passe la parole à quelqu'un qui préfère chanter que parler, mais quand même, je vais lui passer la parole. Vous êtes la présidente de la chorale L'Air du Temps, créée en 1998 par un professeur de musique, puis repris par une dame, une autodidacte, Madame André Nadeau. Ça, c'est pour l'histoire. Mais qu'en est-il aujourd'hui, Madame Ozed ? Aujourd'hui, d'abord, avec Madame Nadeau, nous avons fêté nos 20 ans de chorale le 12 mai dernier, en échange avec 3 chorales, c'est-à-dire que nous étions 120 choristes à l'église. Ça loge ? Ça loge, oui, ça a logé. Moi, j'ai été vérifié tout à l'heure. Oui, on a logé. Et donc, ça a été un moment très agréable. Et puis, depuis, nous avons eu 2 mois de vacances. Et notre maestro, malheureusement, à la rentrée des vacances, nous a annoncé son départ pour des raisons de santé. Donc, on s'est retrouvés sans chef de chœur. Et il a fallu, donc, on voulait absolument continuer la chorale, parce que tout le monde aime chanter, on adore ça. Et nous avons trouvé, le 8 septembre, un monsieur qui venait de Paris, un chef de chœur, voilà, qui est arrivé, et ça nous a beaucoup soulagés. Alors sur RCF, puisque c'est une radio chrétienne, je vous ai dit l'autre jour en préparant l'émission que c'était la Providence. Et en plus, vous dites le 8 septembre, c'est une fête de la Vierge. Donc, je vous ai dit même que c'était un miracle. Vous m'avez dit, un petit miracle. Voilà, je ne voulais pas trop exagérer. Oui, mais pour nous, c'en était. Oui, je comprends bien. Oui, parce que vous ne voyiez pas faire toute seule, sans chef de chœur. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, on avait dit, avec une autre choriste qui est vice-présidente, qui malheureusement n'est pas là ce soir puisqu'elle travaille, on avait dit pour continuer la chorale, on va se lancer quand même. Un peu en autogestion. Voilà. Et donc, ce monsieur est arrivé là de Paris et ça nous a bien soulagés. Bon, il ne s'appelle pas Zorro. Hein, non, il s'appelle Monsieur Larcher, Pascal Larcher. Bien. Ben, de toute façon, on va bientôt lui donner la parole, puisque vous n'êtes pas venu seul ce soir. Vous êtes venu avec des choristes. Oui. Vous êtes combien? 12, je crois. Oui. Présentez-nous un peu les gens, mais comme ça... Oui, normalement, on est plus de 12. Hein. On est une trentaine de choristes. Hein. D'accord. Là, on n'a amené qu'un petit lot parce que ça ne logeait pas dans la salle. Je comprends. Alors, les répétitions, c'est quand? Ça prend combien de temps? Et est-ce que c'est bien de s'engager dans une chorale? Et qu'est-ce que ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. Ça ouvre les poumons, ça déstresse, ça vide la tête. D'accord. Oui. Alors, quand c'est les répétitions? Alors, les répétitions sont tous les mercredis soirs à 20h30. Et où? À la salle du presbytère, à côté de l'église. D'accord. Oui, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas rater le presbytère, sinon après, on tombe dans le précipice. Donc, il vaut mieux chanter avant de s'élancer. D'accord. Très bien. Voilà. Et notre répertoire se compose exclusivement de chansons françaises. Hein. On ne chante pas du tout en allemand, en anglais. Oui, mais ça, c'est parce que vous ne parlez pas bien les langues étrangères. Voilà, c'est pour ça. on ne maîtrise pas ces langues-là. Je suis comme vous, d'accord. Et est-ce que vous parlez un petit peu en patois? Non, pas du tout, moi. Non. Bon, je ne vais pas chanter à votre place. Hein. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous remercier. On va vous applaudir. Vous voyez, ce n'était pas si terrible que ça. Je vais demander à Monsieur Pascal Larcher, votre providentiel et miraculeux chef de chœur, de se présenter et puis de nous présenter ce que vous allez maintenant interpréter. Je vais demander à la chorale de bien vouloir se lever et de se positionner pas loin du micro. Alors, dites-nous. Eh bien, bonsoir. Je suis Pascal Larcher. Voilà, j'arrive depuis peu de Paris, de la région parisienne, et je suis musicien. Actuellement, j'ai pris la direction de chef de chœur.
dans la chorale de l'Air du Temps. Et voilà, ça se passe très bien. Je fais ça avec plaisir. J'ai de très bons choristes. Et voilà, on essaie de poursuivre un peu le chemin que mon prédécesseur avait. Voilà. Alors ce soir, nous allons interpréter La Chapelle de Harlem. C'est une composition de Jane Manson. Et voilà, donc nous allons faire ça le mieux possible. Merci beaucoup Pascal Larcher, on vous applaudit et vous vous mettez en place. La Chapelle de Harlem, Jane Manson. Voilà. On positionne le micro. On n'a pas répété avant, ici en tout cas, hein, donc c'est pour ça. Voilà. Tout le monde a sa feuille. Je dis pour nos auditeurs, hein, dans les mains, c'est parti. Dans la chapelle de Harlem, Jimmy est blanc, Jessie est noir. Ils se sont dit oui, plein d'espoir. Ils sont venus se marier dans la chapelle de Harlem. Toutes les cloches ont sonné. C'est le miracle de l'année. La chorale leur a chanté Alléluia, Alléluia, l'amour. Alléluia, et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur et jamais de frontières dans les cœurs. Alléluia, Alléluia, l'amour. Alléluia, et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur et jamais de frontières dans les cœurs. Dans la chapelle de Harlem, les parents ne sont pas venus. Alors tous les gens de la rue sont entrés pour prier Jésus. Dans la chapelle de Harlem, les copains d'université étaient venus du New Jersey. Et la chorale leur a chanté Alléluia, Alléluia, l'amour. Alléluia, et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur et jamais de frontières dans les cœurs. Alléluia, Alléluia, l'amour. Alléluia, et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur. Pour tous ceux qui s'aiment, l'amour est le même. L'amour n'a pas de couleur. Bravo à Pascal Larcher, chef de chœur, et puis à tous les choristes et Madame Ozen qu'on a applaudi tout à l'heure. On vous souhaite longue vie avec cette chorale encore. Voilà, vous pouvez vous rasseoir et maintenant, je vais passer la parole à Madame Gros. Vous êtes adjointe à Monsieur le maire, chargée, je le disais, de la présentation, entre autres, du patrimoine et des associations, au nombre de 13, disait aussi tout à l'heure Monsieur le maire, sur la commune. Ce qui démontre une belle activité dans ce domaine. Alors, avant tout, pourriez-vous nous parler du patrimoine de Brigueuil et nous donner envie de passer les murailles pour découvrir cette petite cité fortifiée habitée depuis la plus haute antiquité. Bonsoir Madame Gros. Bonsoir. Je pense que vous en avez déjà très bien parlé à l'instant. Je ne sais pas, voilà. J'espère, mais alors, il faut que vous en disiez plus. Oui, on va en dire un petit peu plus. On va en dire un petit peu plus. Effectivement, Brigueuil est une terre très ancienne, puisque c'est une origine celtique. De par son nom, bien sûr. On ne va pas refaire un cours d'étymologie, mais c'est une origine celte. Et quand on sait que les Celtes étaient chez nous 8 siècles avant Jésus-Christ, on peut se dire que vraiment, on est sur une terre historique. Voilà. Alors, de cette terre celtique, bien sûr, on a
tout à l'heure parlé de l'élévation du Mamelon. On est à 342 mètres et ça a toujours été effectivement une terre de lutte, une terre pour protéger. Donc, aussi bien les Celtes, mais ensuite, effectivement, quelques siècles plus tard, nous aurons une occupation gallo-romaine. Et c'est devenu un oppidum, c'est-à-dire aussi un village qui est fortifié, qui est protégé. Mais ce qui nous intéresse surtout et ce que les gens peuvent partager avec nous, c'est effectivement toute cette période féodale. Et la période féodale s'étend du 5e au 15e. Et nous avons beaucoup de monuments du 11e. Et c'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est très préservé, je trouve. Voilà. On a un ensemble, on n'a pas juste un monument quand on passe dans Brigueuil, quelquefois, on ne voit pas. Certains me disent, mais elle est où cette cité? Effectivement, elle est très préservée. Elle est dans le cœur de Brigueuil et elle est encore entourée de ses remparts. À l'origine, il y avait 3 systèmes de remparts. Bon, il n'y en a plus qu'un. Mais on peut voir encore sur ce rempart une tour qui nous reste, hein, la tour de la rue qui terne, la rue qui va sur Confolens. Et quand on rentre donc dans la cité médiévale, on passe par une porte de ville qui est toujours là, qui est toujours existante, et sur laquelle on peut voir des traces de herse qui sont encore bien visibles. C'est la porte de l'Est, je crois. Voilà, c'est la porte Est. Alors, ce qu'on peut faire, c'est s'y promener. Alors, on prend cette porte Est. Auparavant, nous étions sur la grande place, qui était à l'origine, ça a été une halle, mais il y a très longtemps, il n'en reste plus, on n'a plus de vestiges sur ce plan-là. Donc, quand nous rentrons, nous passons la porte Est, nous arrivons très vite à une tour, nous passons devant une tour, et c'était la tour du château. Voilà, alors cette tour, elle faisait, on dit qu'elle faisait, parce qu'il y a aussi des gens qui disent, est-ce que c'était vraiment possible qu'elle fasse autant d'étages? On parle de 7 étages. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est un donjon. C'est un donjon. Il nous en reste 2 étages. Et c'était l'œil de Brigueuil, c'est-à-dire qu'en haut de cette tour, eh bien, on voyait effectivement le Poitou, on voyait un panorama très dégagé. Donc, c'était le premier œil de Brigueuil. Ensuite, un tout petit peu plus loin, tout en suivant cette tour, on a un portail Renaissance. Donc là, on passe dans une autre période. Et derrière, il y avait le château qui a été abattu au XVIIIe siècle parce qu'il était en trop mauvais état. Mais il nous reste des souterrains, une cave énorme et des souterrains que l'on a pu visiter lors des Journées du patrimoine il y a quelques années. Bien. Le problème, c'est que c'est pas un problème, mais disons que cet espace appartient à un particulier et que il faut les autorisations pour pouvoir aller visiter cet espace. Voilà, mais c'est vrai que le jour, je ne sais plus en quelle année c'était, mais je pense que tout Brigueuil est venu faire un petit tour dans les souterrains. Alors, on vient de l'entendre, beaucoup de choses à visiter, à voir. Alors, je parlais tout à l'heure du tourisme et M. le maire m'a dit il faut demander à Mme Gros. Alors, donc, je vous demande, est-ce que les touristes viennent jusqu'ici? Oui. Voilà. Oui. Alors, les touristes viennent de multiples façons. Bon, on est dans une période moderne, donc on fonctionne avec un smartphone. Bon, les smartphones, on peut mettre les applications Terra Ventura. C'est du géocaching, c'est-à-dire sur votre téléphone portable, une fois que vous avez mis l'application, vous avez des questions et vous visitez la cité entièrement. Vous faites un jeu de piste, en fait. C'est un jeu de piste et vous trouvez, il y a un trésor à chercher. On ne dévoilera pas là où est le trésor. Mais apparemment, c'est pas mal. Bon, c'est pas celui des Templiers, parce qu'alors là, du coup, il y aurait beaucoup de monde ici qui ferait des trous partout. Voilà, non, voilà, on le protège, cet endroit. Donc, on a ce système-là et on a aussi un sentier d'interprétation qui est aussi basé sur la cité médiévale. Monsieur Gaudy en reparlera tout à l'heure aussi. Donc ça, c'est 2 approches pour vraiment être bien clair et que ça soit facile. L'année dernière, c'était sur l'année dernière et cette année, les enfants de l'école, on va reparler d'eux, ont fabriqué un petit livret
qui permet aussi aux enfants de découvrir la cité avec des jeux, avec des devinettes et des choses comme ça. Donc c'est aussi d'une façon ludique de découvrir notre bel endroit. Bien. Eh bien, écoutez, on va vous applaudir parce que je vois que le temps passe et qu'il faut que je passe la parole à Monsieur Gaudy. Parce qu'il y a toutes les associations dont on pourrait parler. Donc, elles sont nombreuses, je suppose. Donc, alors maintenant, c'est Monsieur Gaudy que nous allons entendre parler de sentiers, justement. Et vous êtes le président de l'association Balades, Découvertes et Patrimoine. Je trouve que ça va parfaire concrètement ce que vient de dire Madame Gros sur le sujet précédent. Alors, parlez-nous de votre association de balades, de patrimoine et de chemin de creux. C'est à vous. Bonsoir et merci de me laisser la parole. L'association de marche de Brigueuil, Balades, Découvertes et Patrimoine, a vu le jour donc en mars 2012 et nous sommes aujourd'hui 500 adhérents. Voilà. Donc marcher, c'est très bien, mais surtout marcher avec le plaisir de se retrouver entre marcheurs. Nous sommes des groupes de 20-25 personnes quand on fait notre sortie. Et surtout aussi découvrir un petit peu le patrimoine, que ce soit le patrimoine bâti, qui peut être des fours, des lavoirs, le lavoir à Topinambour par exemple, qu'on a oublié, et qui existait aux époques d'autrefois. Ensuite, le patrimoine paysager avec de magnifiques haies et bordés d'arbres, des chênes, des feuillus bien sûr. Alors avec des haies qui protègent les animaux, qui font venir un petit peu les oiseaux, et on adore marcher ceci. À savoir que les haies aujourd'hui, elles sont protégées. On évite de les tailler en hauteur parce que si on taille une haie en hauteur, on va couper la partie de l'arbre qui va être naissante. Donc on taille les haies uniquement en épaisseur. Donc ce qui est programmé par les eaux et forêts. Donc souhaite justement ceci. Et puis vous avez aussi le patrimoine historique. Ce patrimoine historique qui est donc nos chemins creux. Nos chemins creux, à cette époque-là, eh bien, la communication, il y en avait quand même, pas la même que celle d'aujourd'hui, mais les gens, quand ils avaient terminé leur journée et qu'ils voulaient se rencontrer avec les villages voisins, eh bien, ils utilisaient ce qu'on appelait les chemins creux. Donc, dans ces chemins creux, ils s'est rencontré plein d'histoires et c'était les veillées le soir où les gens se rencontraient, passer un bon moment entre eux et raconter un petit peu les histoires du pays. Voilà. Bien. Et donc, on peut rejoindre votre association facilement? On peut rejoindre l'association très facilement. Donc, on fait une à 3 randos par mois. Et on se déplace dans les départements de la Charente, de la Vienne, de la Haute-Vienne et de la Dordogne. Voilà. Donc on fait ce déplacement et ensuite on fait des petits circuits de 8 à 12 km. Alors vous avez à peu près 30 secondes pour nous parler de 2 artistes que vous vouliez mettre en avant ce soir et qui sont sur les alentours de Brigueuil. Voilà, donc à savoir qu'à Brigueuil, on a 30 km de circuits de randonnée et nous accueillons des associations. Nous avons au mois de juin accueilli 2 associations, une d'Angoulême qui est donc labellisée Santé et une autre de Saint-Priest-le-Torillon en Haute-Vienne qui, elle, c'est une association sur le patrimoine. Et à ce moment-là, eh bien, on en profite pour inviter nos artistes locaux, qui sont le céramiste Jacques Marchand, qui fait des sculptures tout à fait originales, des pièces de table aussi, côté artistique, et qui participe au concours Argila à Roumazières, qui se fait tous les 2 ans. Voilà. Et puis le deuxième artiste aussi que nous invitons, c'est une personne, donc Sylvie Lecomte, qui elle fait de l'encadrement et du cartonnage. Elle fait de magnifiques tableaux de cadres où on met des tableaux, voilà, et elle fait divers articles d'art qui peuvent être utilisés sur le bureau ou par exemple des boîtes à bijoux. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie parce que le temps passe. Monsieur Gaudy, on a très envie de venir tous à Brigueuil en vous entendant. Merci à vous, on vous applaudit. Eh bien écoutez, vous pouvez retrouver cette émission demain en réécoute sur RCF Charente à partir de 16h et en podcast sur rcfcharente.fr. La semaine prochaine, nous serons à l'église de Saint-Michel près d'Angoulême. La mise en onde de ce soir a été réalisée par Raphaël Gamache et Cédric Denis. Merci à vous, bonne soirée à tous et à toutes et à la semaine prochaine.